Donc, mon père, lui, il voulait pas enlever quelqu'un, il disait on n'était pas prêt, tandis que d'autres personnes, dont Jacques Langto, ont dit nous, on est tanné d'attendre, faut agir maintenant, parce que justement, il y avait d'autres personnes arrêtées, tout ça. Donc, ça crée une division. Dans le groupe, ça crée les deux cellules qu'on connaît, qui est la cellule Chénier, celle de mon père et mon oncle, et la cellule Libération, qui est celle de Langto. Puis Chénier, c'est pourquoi ça? Ouais. Chénier, c'est un patriote, un docteur, patriote de 1837. OK. Puis eux, ils se voyaient, tu sais, comme un peu... ils s'identifiaient beaucoup aux patriotes, aux rébellions de 1837-38. Puis le FLQ, c'était comme, pour certains, c'était comme une façon de continuer le combat antérieur de leurs ancêtres. Tu sais. Eux, mon père me disait tout le temps, les gens qui nous précèdent, dont les patriotes ont posé une pierre, puis nous, c'est notre devoir d'en poser une nouvelle, puis la génération d'après, un autre, pour que le combat pour la justice sociale continue. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Chénier. Puis, c'est ça. Donc, Langto ont décidé de kidnapper le diplomate James Cross, qui est décédé, je pense, il y a 3 semaines récemment de la COVID-19. Okay. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils ont levé M. Cross, mon père, mon oncle, mais ma grand-mère, qui était pas au courant, qui était dans le FLQ, étaient en voyage aux États-Unis dans le but d'acheter des armes. Puis, c'est là-bas qu'ils ont appris le kidnapping de Cross, puis ça leur a pas vraiment plu, parce qu'ils trouvaient que c'était trop vite, ils étaient pas prêts, puis que le diplomate anglais avait pas assez de poids. Puis la preuve, Bourassa, le premier ministre de l'époque, qui est en visite d'affaires à New York, a même pas annulé son voyage, là, c'est non. Puis le gouvernement en place, Bourassa, ils voulaient pas négocier, ils avaient pas assez de poids, puis ils ont cédé, mettons, la cellule Libération cédait à peu près à toutes leurs demandes, et pour leur faire un cadeau, ils ont la seule demande qu'ils ont acceptée, c'est la lecture du manifeste, parce que les autorités s'attendaient pas que ça fasse autant de bruit, tu sais. Puis là, le manifeste qui était parlé en joual, avec des mots, on va dire québécois, qui était un pamphlet. Beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans puis se sont dit je suis pas d'accord avec les enlèvements, je suis pas d'accord avec qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je suis d'accord avec qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Parce que ça mettait le doigt sur toutes les injustices vécues par le peuple des Québécois francophones. Donc, après ça, là, ils sont revenus du Texas, le groupe de mon père, puis ils se sont dit OK, on va attendre, voir s'ils négocient ou pas. Puis s'ils négocient pas, on va enlever quelqu'un. Au début, ils voulaient enlever un diplomate américain, mais toutes les ambassades étaient surveillées à cause du premier enlèvement, tandis que Pierre Laporte, qui était le vice-premier ministre du Québec, qui était le premier ministre parce que Robert Bourassa était à New York, pareil, comme en remplacement, lui, il habitait sur la Rive-Sud. Puis eux, ils venaient de la Rive-Sud, donc il n'y avait pas à traverser le pont. Puis Pierre Laporte avait eu la ligne dure par rapport à Cross, comme quoi on ne négocie pas avec les terroristes et tout ça. Donc, ils se sont dit, lui, il pourrait symboliser ça. Puis, ils ont entendu la conférence de presse de Choquette, qui était le ministre de la Justice. Puis, quand ils ont compris que ils s'étaient pas pris au sérieux, ils négociaient pas, c'est là qu'ils ont enlevé le ministre Pierre Laporte. Et le but, c'était justement qu'ils envisagent sérieusement la libération des prisonniers politiques, les envoyer à Cuba puis en Algérie. Puis là, c'est là que ça a un peu dérapé, parce que le FLQ avait le momentum, le gouvernement le prenait extrêmement au sérieux, parce que c'était quand même le vice-premier ministre. Les Québécois prenaient ça extrêmement au sérieux. Puis la réaction gouvernementale a été de faire la loi des mesures de guerre. Parce que, tu sais, même Pierre Laporte, dans sa lettre, dit écoute, je suis pas en danger, essayez pas de me retrouver, tu sais, justement, négocier. Qui avait écrit de son plein gré. Et la réaction du gouvernement fédéral sous la demande de Drapeau et de Bourassa, Montréal et Québec, a été de faire la loi des mesures de guerre qui
qui mettait fin, dans le fond, tu peux arrêter n'importe qui sans mandat. Ouais. Puis l'armée était partout à Montréal. Dans le fond, t'as plus le droit. T'avais plus de droit, c'était une occupation militaire. Donc, tous les Québécois vivaient dans la peur d'être arrêtés n'importe comment, sans raison. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y a à peu près 500 personnes, dont ma famille, qui avait rien à voir là-dedans, ma grand-mère, tout ça. Ils sont débarqués chez ma grand-mère. Devant une de ses filles qui avait 10 ans, Lisa Tchek, un policier de la SQ, a pris sa mitraillette. Il a collé ça sur la tête. Il a collé ça sur la tête, puis il a dit, si tu me dis pas où sont tes gars, je te bute. Ouais. Donc, ça donne une idée de la violence. Puis il était tout envoyé à Paris-Stenay, puis il pouvait les garder plusieurs jours. Puis c'est là que c'est cette loi-là qui a fait que ça a changé, à mon avis, le cours de l'histoire. Parce que faut comprendre que les Felkistes n'ont jamais eu l'intention de tuer leurs otages. Je crois qu'ils n'étaient pas prêts à aller là. Ça faisait pas partie de leur code d'éthique. Ils voulaient pas tuer quelqu'un. Puis deux, de façon stratégique, ça n'avait pas de sens de tuer des otages. Parce que si tu n'as plus d'otages, tu n'as plus de pouvoir de négociation. Ouais. Donc, quand il y a eu la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte était dans la chambre. Il avait accès à la radio. Puis ça a comme créé une panique chez lui parce qu'il se sentait complètement abandonné par le gouvernement. L'armée était partout. Donc, il y a eu une tentative d'évasion. Il s'est lancé dans une fenêtre. Il s'est blessé. Puis c'est là que ça a comme dégénéré. Puis les Felkistes ont jamais voulu dire comment Pierre Laporte est décédé. Ils ont toujours dit, si on n'avait pas enlevé un homme, il serait pas mort, donc c'est notre faute. Non, ils ont pris le blâme. Ils ont assumé leur responsabilité. Mais tu sais, là, si tu lis les rapports d'enquête et tout ça, tu comprends que c'était pas quelque chose de forcément prémédité. Moi, en faisant ma recherche, tu comprends qu'ils ont jamais voulu le tuer, mais c'est arrivé, puis ils ont décidé de revendiquer sa mort, puis de dire que c'était eux, puis d'en faire un geste politique. Puis ils ont jamais dit exactement comment Pierre Laporte est décédé. Puis dans les rapports d'enquête, on sait qu'il est décédé étouffé. Puis selon, admettons, le rapport du Chêne, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'était accidentel. Ils ont voulu le déplacer. Puis justement, il y avait une chaîne de coups derrière un collet. Puis en voulant le maîtriser, il est mort accidentellement. Ça, c'est qu'est-ce qui est sorti des rapports d'enquête. Mais il y en a qui vont dire le contraire. C'est comme il y a plein de théories par rapport à ça. Qui a créé la mystique autour d'Octobre. Puis moi, justement, c'est de ça que je voulais me sortir. C'est moi, dans ma tête, ça a toujours été clair que c'était la FLQ qui avait tué Pierre Laporte, puis que même si c'était accidentel, ça reste pas accidentel dans la mesure qu'ils l'ont enlevé. Je veux dire, l'enlèvement est pas accidentel, donc c'est de leur faute. Et je voulais sortir de ça pour dire, OK, au lieu de que ça soit toujours autour de comment ça s'est fait, puis qui a fait quoi. Ouais. Je voulais que le film, ça soit pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à ça? Pourquoi c'est allé aussi loin?